Bonjour et bienvenue dans la classe des luttes, votre émission d'histoire des luttes sociales sur Fréquence Paris Pluriel. Aujourd'hui, nous entamons une série sur l'histoire de l'antispécisme en France. L'antispécisme, pour le définir très simplement, est le refus du spécisme, c'est-à-dire le refus de l'oppression des animaux non humains sur la base de leur espèce d'appartenance. Autrement dit, il s'agit de s'opposer radicalement à l'exploitation animale et de défendre la prise en compte des intérêts de tous les animaux non humains, qu'ils soient vaches, cochons, poules ou chiens. Ce qui revient à refuser de justifier le meurtre et l'enfermement des individus que nous classons comme bétail sur la base supposée d'une supériorité humaine. C'est reconnaître leur capacité à souffrir, à éprouver des émotions, de l'empathie, à nouer des liens sociaux, et donc de refuser de les traiter comme des marchandises à notre disposition. Ce qui implique, entre autres, de cesser de consommer leur corps sous forme de hamburger. Ce que vous allez entendre maintenant est un document historique. C'est l'introduction de la brochure « Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas tuer d'animaux », un texte collectif paru en 1989. C'est un manifeste qui, dès la fin des années 80, nous rappelait que l'abattoir n'est pas une entité abstraite, mais une réalité qui dépend entièrement de nos choix. Un texte qui, plus de 35 ans après, ne semble pas avoir pris une ride. Oui, nous ne mangeons pas de viande pour ne pas tuer d'animaux, parce que nous savons, comme chacun sait, que la viande n'est pas un produit banal et que c'est de la chair, comme notre chair, d'un animal qui, comme nous, a vécu, a ressenti des émotions, aurait aimé continuer à vivre et qui a été tué. Peu de gens ordonnent directement l'exécution d'un animal pour profiter de sa chair, sauf parfois à la campagne. Le commerce de la viande est fait de façon à ce que l'on ressente l'achat de la viande comme un acte banal. Le morceau préemballé, présenté à l'étalage, est déjà mort. Ne pas l'acheter ne ressuscitera pas l'animal. Il faut un effort supplémentaire de réflexion pour voir que, dans le fond, si nous mangeons de la viande, c'est à notre demande que l'animal a été tué, et que c'est pour nous servir que l'abattoir existe. Si nous mettons du saucisson entre deux tranches de pain, alors l'employé qui égorge le cochon est notre employé, même si nous ne le connaissons pas. Nous n'acceptons pas le racisme, ni le sexisme. Nous n'acceptons pas que l'on justifie de mépriser des êtres sensibles en prétextant que leur statut social est inférieur. Nous n'acceptons pas le spécisme, qui veut justifier cette domination d'une espèce, la nôtre, sur toutes les autres. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mouvement organisé des animaux eux-mêmes pour lutter contre leur oppression que nous resterions indifférents à leur sort. Alors, si nous écrivons cette brochure, c'est aussi pour que vous décidiez, si ce n'est pas déjà fait, de ne plus manger de viande. L'oppression des animaux ne se retrouve pas que dans la viande. Ils sont tellement méprisés qu'ils servent à tout et n'importe quoi. Depuis le cuir jusqu'au support photo, leur corps mort est partout. Vivants, ils servent à tester des produits. Même le lait, les œufs sont produits de leur souffrance. Dans l'état actuel des choses, il est difficile d'échapper entièrement à cela. Et à chacun de nous réagit à sa manière. Mais cesser de faire tuer des animaux pour sa nourriture, chacun peut le faire, et c'est l'essentiel. Notre invité d'aujourd'hui est au cœur d'une mutation majeure dans le paysage académique français et dans les réflexions éthiques contemporaines. Émilie Dardenne, tu es professeure à l'Université Rennes 2, membre senior de l'Institut universitaire de France, et tu es une voix incontournable dans les Animal Studies, les études animales. Tu consacres tes recherches à déconstruire notre rapport aux autres sphères, que ce soit au travers des mouvements végétariens du XIXe siècle jusqu'au statut juridique et moral des animaux dans nos villes aujourd'hui. Tu es aussi l'autrice de l'ouvrage de référence Introduction aux études animales et pionnière du concept de zooinclusivité. Tu nous invites à repenser nos structures sociales pour qu'elles prennent enfin en compte les intérêts de tous les êtres sentients. Émilie, bonjour. Bonjour. À quel moment, selon toi, émerge l'antispécisme comme courant spécifique de l'animalisme en France ? Et quels sont les points de rupture avec l'animalisme qu'on connaît alors ? Déjà, on peut peut-être commencer par dater l'émergence de l'antispécisme tout court et après voir comment ça s'applique en France. Donc, l'antispécisme émerge dans le milieu anglophone dans le milieu des années 70 avec la publication vraiment pionnière de Animal Liberation de Peter Singer, qui est un ouvrage important en lui-même, mais aussi parce qu'il a généré beaucoup de réactions, de critiques aussi. Il a été suivi par un autre ouvrage important qui s'appelle The Case for Animal Rights de Tom Regan,
donc en 1983. Et l'émergence en France est plus tardive, il faut plusieurs années pour que ça arrive sur le terrain français. On a l'apparition d'une organisation qui s'appelle les cahiers antispécistes en 1991. Donc il s'est passé une quinzaine d'années avant qu'il y ait un début d'organisation en France. Mais contrairement au milieu anglophone, en France, c'est quelque chose qui reste assez extérieur au milieu académique, alors que l'antispécisme anglophone a été développé par des philosophes en poste dans des universités états-uniennes, australiennes, britanniques. En France, ce sont des penseurs et des penseuses indépendants et indépendantes qui le développent. Il s'installe vraiment, c'est un milieu foisonnant sur le plan intellectuel, mais ça s'installe vraiment sur le plan sociétal plus tard en France dans les années 2010, avec notamment l'importance de l'organisation L214 qui met l'antispécisme dans l'agenda, on va dire, plus visible et dans le débat. Le point de rupture entre l'antispécisme et l'animalisme, c'est le fait que l'antispécisme remet en cause l'anthropocentrisme lui-même, alors que l'animalisme, alors il y a des degrés d'animalisme, c'est très large l'animalisme, c'est la prise en compte des intérêts des animaux, mais de façon vraiment, vraiment large, ou ça peut être simplement la protection des animaux. Historiquement, ça a été plutôt la protection, alors que l'antispécisme euh, déborde le cadre humain pour accorder des intérêts aux animaux en eux-mêmes, euh, avec le principe, si on reprend les termes de Singer, d'égale considération des intérêts. Donc on cherche plus seulement à protéger les animaux avec l'antispécisme, mais à sortir d'un système où ils sont pensés comme des moyens au service des humains. Donc tu as abordé les cahiers antispécistes qui marquent vraiment l'histoire de la pensée antispéciste en France dans les années 90. Quelles sont pour toi les principales organisations antispécistes qui marquent le paysage français? Et y a-t-il des liens avec d'autres groupes militants mobilisés sur d'autres questions? Je crois que vraiment le paysage se diversifie plutôt après le changement de siècle, autour des années 2010. Aujourd'hui, on voit des organisations comme L214, bien sûr, mais la branche française de PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, qui est une organisation antispéciste historique qui a ses racines aux États-Unis. Il y a 269 Life France, Anonymous for the Voiceless, qui est une organisation active pour le militantisme de rue, Boucherie Abolition. Et au niveau international, donc PETA, qui est vraiment la plus connue, et le réseau Animal Liberation Front, par exemple, pour une version plus action directe. Donc l'antispécisme, comme il s'inscrit dans une approche de justice sociale, il y a une dynamique intellectuelle et militante importante et il y a une lecture de la notion d'oppression qui fait le lien entre différents types d'oppression. Mais pour revenir à la question, c'était l'origine des organisations et le lien avec les autres luttes sociales, c'est ça? Euh, le lien avec les autres luttes, il est intellectuellement évident autour de l'idée qu'il y a une matrice commune des oppressions qui concerne les animaux, mais aussi les groupes racisés, aussi la question du sexisme, du validisme. Mais comme l'a montré la politiste Réjeanne Sénac dans son travail sur
sur les organisations militantes. Les personnes engagées dans d'autres luttes ont plutôt tendance à se démarquer de l'antispécisme parce qu'elles ne veulent pas, en fait, ce sont souvent des luttes qui ont travaillé durement à rejoindre la communauté morale et politique humaine. Elles ne veulent pas forcément être associées à l'animalité, à la lutte pour la libération animale. Et donc, les imbrications des luttes sont plutôt revendiquées par les antispécistes eux-mêmes, c'est ce que montre Rejan Sénac, justement, plutôt que par les autres groupes. Donc, il y a des échos, il y a des synergies, mais qui ne sont pas également partagées. Hein, j'évoque aussi cette question un petit peu dans mon livre qui vient de sortir, qui s'appelle Penser la condition animale, outils critiques, qui vient de sortir aux presses de Sciences Po. Donc ce sont vraiment les antispécistes qui ont connecté la cause animale, la question animale, aux autres luttes de domination, contre la domination. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la France a été aussi imperméable aux pensées antispécistes des pays anglo-saxons? Et en tant qu'angliciste, est-ce que tu peux nous dire si c'est parce que, par exemple, ces théories ont été plus difficiles à traduire ici pour des raisons linguistiques ou s'il y a d'autres raisons sous-entendues? Alors sur le plan, on va dire des idées, sur le plan culturel, il y a plusieurs façons d'expliquer cette résistance française. D'abord le fait on est une terre d'humanisme et que l'influence de la philosophie des Lumières reste importante. Alors l'humanisme, qu'est-ce qu'il nous dit de façon très, très schématique? Il encourage le progrès humain et l'épanouissement de l'être humain. Donc c'est quelque chose de très positif de ce point de vue-là. Simplement, si on s'intéresse qu'aux humains, ben, ne s'intéresse pas aux non-humains, forcément, et donc les animaux ont du mal à trouver leur place dans la plupart des approches humanistes. Donc, difficulté de ce point de vue-là, difficulté du point de vue de la gastronomie, parce que forcément, des conséquences de l'antispécisme sur le plan matériel, c'est l'abstention de la consommation de produits d'origine animale. Et donc sur le plan social, ça implique une modification profonde des pratiques d'alimentation, de consommation alimentaire. Et on touche là à un patrimoine culturel français qui est important. Donc deuxième point de résistance, le fait que la viande est un peu au cœur de l'identité culinaire française. Et donc l'antispécisme peut en cela constituer, être perçu comme une attaque contre un certain art de vivre spécifique à notre pays. Une idée que l'image aussi, l'élevage a une image positive en France, l'élevage pastoral, l'élevage de proximité. Autre point de résistance, peut-être une méfiance envers la pensée progressiste anglophone, puisque l'antispécisme est un produit des universités anglophones, notamment états-uniennes, australiennes et britanniques. Et tout ce qui vient de là a pu être accueilli ou peut encore être accueilli avec une certaine suspicion dans notre pays, notamment l'approche utilitariste de Peter Singer. En France, l'utilitarisme n'est pas vu positivement. Pour le dire brièvement, l'utilitarisme, c'est l'approche qui promeut le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Donc c'est une approche conséquentialiste qui s'oppose à l'approche par la déontologie, qui propose des principes moraux fixes. Donc en France, on est plutôt dans une approche philosophique continentale, alors que qui est différente de l'approche utilitariste. Et puis, dernier point, on peut peut-être mentionner aussi la question religieuse. Dans les pays anglophones, plus influencés par le protestantisme, la question de la responsabilité individuelle est importante, alors qu'elle est moins importante, qu'elle est moins centrale dans la religion catholique. Donc voilà, tous ces éléments permettent d'éclairer un petit peu les différences de réception sur les deux terrains.
Et sur le plan linguistique, je ne pense pas qu'il y ait eu des obstacles absolus sur le plan linguistique. Je pense que les obstacles linguistiques, ils sont liés en fait aux obstacles culturels qui se, qui se, qui se transposent dans la langue. On peut quand même noter quelques décalages, comme par exemple le fait que animal welfare ait été traduit par bien-être animal. Donc en fait, en anglais, le bien-être, c'est well-being, mais là, on parle de welfare, c'est le fait d'aller bien. Donc ça crée en français un terme bien-être animal qui pose problème. On voit comment le terme est utilisé aujourd'hui. On a l'impression qu'en fait, les animaux vont bien quand on utilise le terme welfare, bien-être, pardon. Mais en dehors de ça, je pense pas forcément que la question de la traduction ait été aussi délicate. Je pense que c'est plutôt des questions culturelles qui ont joué. I'm not coming to your barbecue. Not that you'd invite me, would you? I'm an inconvenience, it's true. So my apologies were they're due. Avoid your glare. Who knew you careless man? I think I'll hide behind my soft You say I must be weak 'cause I don't need me. I got the energy to sing this song. Didn't take you long to point out our differences, and we're already too far gone. Don't let me stop you from digging in your claws, smudging the applause when you tell the story of the preachy vegan. Go ahead, misrepresent me, strengthening your bonds of unsustainable denial and self-destruction. You say I'm preaching, but you're just teaching hate. I'll learn to swallow my opinions. Don't act like you're a friend. You got the populist view. Did you get it out of the system? It must be rotten there. It must be rotten there. Don't you realize how much power you have? Supermarket shelves are stacked in your favor. Yeah, you're still pissed off. Must be hard to be you. Must be hard to be you. Don't act like, don't you realize how much power you have? You got the populist view. Supermarket shelves are stacked in your favor. Did you get it? Yeah, you're still pissed off. Must be hard to be you. It must be hard to be you. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, à l'écoute de La Classe des luttes, votre émission d'histoire des luttes sociales. Donc, on a parlé jusqu'ici d'antispécisme, mais avant d'employer ce terme d'antispécisme, d'autres penseurs et penseuses ont écrit sur la question animale. Dans ta thèse d'habilitation à diriger des recherches, donc HDR, tu as écrit notamment, tu as travaillé sur des penseurs et penseuses de l'ère victorienne. Pourquoi ce choix et quelle continuité vois-tu entre leur animalisme et le nôtre ? Mon travail pour mon rapport d'HDR, c'est beaucoup articulé autour du 19e siècle, mais l'origine de la pensée sur la question animale, cette origine est beaucoup plus lointaine. On peut remonter même à l'Antiquité, avec des penseurs comme Pythagore ou Plutarque. Donc Pythagore, c'est environ 500 ans avant notre ère. Et il parle déjà de parenté des âmes.
Donc on parle de Pythagore souvent comme le père du végétarisme en Occident. Son approche, c'est que, il y a une transmigration des âmes et qu'une âme peut passer d'un corps animal non humain à un corps humain. Donc, les implications morales, c'est que tuer un animal peut revenir à tuer son ancêtre ou un ami. Donc, il parle de parenté universelle de tous les vivants. Donc, on est 500 ans avant notre ère. Plutarque également a des arguments sur la consommation de viande dans son texte S'il est loisible de manger chair, par exemple, où il rejette l'idée que les animaux manqueraient de raison et que ce fait justifie leur consommation. Donc l'origine de la question animale, elle est très ancienne. Ce qu'on peut dire, si on se rapproche de notre période, de la période contemporaine, c'est qu'il y a une modification qui est très progressive, qui commence au XVIIIe siècle avec les nouvelles classifications du vivant, avec une nouvelle approche de la sensibilité. Et puis au XIXe, il y a vraiment le tournant qui fait qu'on en arrive à là où on en est aujourd'hui, une nouvelle conception. Euh, les notions de compassion, de justice aussi, de justice sociale se déploient. On passe d'une morale qui est vraiment orientée sur la notion de pitié à une pensée qui articule les notions de droit et de justice. Avec aussi l'influence de Darwin, le rapport aux autres animaux se modifie. Et puis sur le plan sociologique, au 19e, avec la révolution industrielle, l'exode rural, le développement des villes, le rapport matériel aux autres animaux change. Il commence à prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, avec donc les élevages qui sont sortis des villes, le développement des animaux de compagnie. Voilà ce qui se passe au 19e qui fait qu'on entre dans un nouveau rapport. Donc, ce qu'on voit de continu, c'est des critiques qui reviennent, qui sont les mêmes. Une critique du langage que formulait déjà Henry Salt à la fin du 19e, début du 20e. Critique du langage comme étant zoophobe, c'est-à-dire un langage qui n'aime pas les autres animaux, qui a peur des autres animaux, ou misotaire, pour reprendre le terme que développe Marie-Claude Marsollier dans son ouvrage Le mépris des bêtes. Misotaire, ça veut dire qui exprime un mépris envers les animaux. Terre, c'est la racine, c'est la même chose que zoo. Euh, donc une critique du langage, une critique aussi de la rupture fondamentale qui opposerait l'être humain à tous les autres animaux. Donc la grande césure anthropozoologique qui fait ce grand partage entre les êtres. Et l'idée d'une communauté morale élargie, tout ça, ça existe déjà à la fin du 19e siècle. Donc on retrouve ces idées aujourd'hui. Donc c'est le début d'une critique systémique de la question animale, qui permet ensuite, on va dire, qui fournit le terreau pour le développement des cadres théoriques qui existent aujourd'hui, que sont les études animales, l'antispécisme, la zoopolitique. Et au XIXe siècle, il y a déjà deux figures essentielles qui émergent, deux personnes, et qui tissaient déjà un peu les liens entre le droit des animaux et la justice sociale. Peux-tu nous parler de Frances Power Cobbe et de Henry Stephen Salt? Alors, Frances Power Cobbe, je la connais bien parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur ces idées. Donc, c'est une figure pionnière d'origine irlandaise. Elle est née au début du 19e siècle, elle est morte au tout début du 20e. Elle a créé la plus grande association anti-vivisectionniste en Grande-Bretagne à la fin du 19e. Et elle était également très engagée pour les droits des femmes, pour le droit de vote des femmes, contre la prostitution, pour l'éducation, l'accès à l'enseignement supérieur des femmes. Donc, ce qui m'a intéressée dans le travail de Cobb, c'est justement cette imbrication, ou cet entrelacement entre ces deux grandes causes, qui s'articulait beaucoup dans son propos, autour d'une critique du pouvoir scientifique, du pouvoir médical.
La spécificité de Cobb et ce qui l'a différencié de Salt, c'est que ça reste un engagement moral orienté autour des notions de pitié et aussi c'est quelque chose qui est très ancré dans une pensée religieuse la concernant. Alors que Salt, donc figure plus tardive, britannique, il est né au milieu du 19e et il est mort en 1939. Lui, il opère une rupture vraiment épistémologique majeure où il articule la question animale autour de notions de justice, autour de notions de droit, et il fait le lien avec le socialisme. Son ouvrage le plus important qui a pas été très connu à son époque, mais qui a influencé des gens comme Gandhi et plus tard Peter Singer, c'est un ouvrage qui s'appelle Animals' Rights Considered in Relation to Social Progress, donc les droits des animaux considérés dans leur relation avec le progrès social. Donc il fait explicitement le lien entre les luttes pour l'émancipation des groupes humains et l'émancipation animale. Il rejette la séparation radicale humain-animal. Il parle de parenté universelle entre les êtres, donc comme le faisait déjà Pythagore bien avant la période dont on parle. Donc avec Salt, on entre vraiment dans une pensée moderne des droits des animaux. C'est-à-dire qu'on pourrait rapprocher Salt de la pensée antispéciste, alors qu'avec Francis Cobb, on est encore dans une pensée de protection animale, plutôt animaliste au sens large, mais pas au sens d'antispécisme. Donc, comme tu l'as souligné, un des points clés dans l'émergence de l'antispécisme, c'est vraiment cette notion de distinction entre l'humain et les animaux non humains comme deux catégories distinctes. D'où l'importance pour toi de la théorie de l'évolution de Darwin dans comme condition de développement de la pensée antispéciste. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Alors Darwin, bien sûr, il a eu un effet majeur parce que il a rendu ce qu'on appelle aujourd'hui l'antispécisme possible. C'est-à-dire avec Darwin, on passe d'une vision du vivant qui est plutôt, à- avant Darwin, le cadre de pensée sur la relation entre les vivants, c'était un cadre vertical qu'on appelle la grande chaîne des êtres, donc qui rangeait les êtres dans un ordre avec tout en haut Dieu, en dessous les anges, les êtres humains, en dessous les autres animaux, eux-mêmes classifiés, et puis le monde végétal et tout en bas le monde minéral. Donc ça, c'est une pensée, c'est un cadre de pensée qui a été très influent pendant longtemps. Et avec Darwin, on bascule donc d'une pensée verticale à une pensée horizontale ou même buissonnante, puisqu'il parle de continuité, de continuum entre les formes de vie, et il fait le lien en fait entre toutes les formes de vie. Donc il met l'approche darwinienne, elle met à mal l'idée d'une rupture entre les vivants, et notamment d'une rupture entre nous, Homo sapiens, et les autres espèces. Donc en cela, il rend l'approche de la continuité possible. Même si, paradoxalement, sur le plan matériel, Darwin était un scientifique et il n'était pas opposé à l'expérimentation animale. Donc il faut pas confondre les choses entre l'approche scientifique et une approche qui serait une approche plus éthique. De ce point de vue-là, il n'était pas il était pas du côté des animaux. Même s'il avait en fait, c'était paradoxal, c'est-à-dire qu'il n'était pas opposé à l'expérimentation, mais ça lui donnait des cauchemars. Parce qu'il savait en fait ce que les animaux vivaient. Mais en tant que scientifique, il était quand même intéressé par les résultats que pouvait produire ce type d'expérience. Donc la théorie darwinienne, elle est très importante parce qu'elle a permis donc cette pensée de la continuité et puis bah, elle a permis d'engendrer après le développement de l'éthologie plus tard au XXe siècle qui permet, enfin, développement sur lequel s'appuient beaucoup les approches antispécistes contemporaines, c'est-à-dire plus on en sait sur le comportement des animaux, sur leur capacité cognitive, sur leur agentivité, c'est-à-dire le fait qu'ils soient des acteurs de leur propre vie,
Sur leur sentience, bien sûr, le concept de sentience est très central dans l'approche antispéciste, c'est-à-dire le fait d'avoir des émotions, des sensations. Tout ça, toutes ces connaissances, on les doit aux sciences du vivant, et notamment avec le travail, pas uniquement, mais bien sûr par le travail de Darwin au 19e et de ses prédécesseurs par la suite. Any mutants in your horizon, heaven in a tourniquet, the afterlife to keep your eyes on. Bitter pill you take today with expert levitation, forward polished to the nth degree. It takes its smile from every children. You take the beating. Any means in your horizon, every mink wants to bite too. We gamble to be born again. You know I never wanted to. Expert levitation, forward polished to the nth degree. It takes its smile from every children. You take the beating. The light defining. The light defining. The light defining. The light dividing. Don't let me down. Let me be. Let me down. Don't let me be. Don't let me down. Let me be. Let me down. Let me. Don't let me down. Let me be. Let me down. Don't let me. Don't let me down. Let me. Let me down. Let me. The light defining. The light defining. The light defining. The light dividing. Nous sommes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, à l'écoute de la classe des luttes. Quelles sont pour toi les influences et les impasses de la pensée utilitariste dans l'antispécisme ? La critique de l'utilitarisme, et avec elle de Peter Singer, vient très souvent comme argument pour décrédibiliser les luttes antispécistes. Penses-tu qu'il est possible et désirable d'émanciper l'antispécisme de son héritage utilitariste ? Oui, je pense que c'est possible, mais je pense qu'une bonne connaissance de ce qu'est la théorie de Peter Singer est importante aussi, parce ses propos ont été souvent mal compris ou déformés.
Euh, et si on compare avec l'approche de Tom Reagan, par exemple, on voit que l'approche de Peter Singer est moins absolue, puisque l'utilitarisme, c'est pas une doctrine de l'absolu en disant on peut faire ça, on ne peut pas faire ça. C'est une doctrine qui approche les choses par les conséquences, par les résultats des actions. Donc, il va toujours s'intéresser le résultat produit par telle ou telle décision. Alors que l'approche de Reagan et l'approche par la déontologie, c'est une approche qui est peut-être qui est plus absolue, mais qui est aussi plus protectrice des individus. Donc c'est en ça que Peter Singer a pu être critiqué, son approche a pu être critiquée, c'est que l'utilitarisme invite à une modification radicale de notre rapport aux animaux, mais qu'il est moins protecteur des individus et qu'il a une vision plus globale. Euh, et les approches qui ont fait suite à Singer et Reagan se sont beaucoup diversifiées. En fait, on parle toujours de ces deux philosophes parce ils ont été fondateurs dans la pensée contemporaine des droits des animaux et de la libération animale, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à partir d'eux, à la fois qui ont complété leurs approches, mais qui les ont élargies ou qui les ont même complètement revisitées. Et donc, on a aujourd'hui des approches de la question animale qui sont orientées plutôt autour de la notion de vulnérabilité, qui sont orientées autour des relations, des différents types de relations qu'on entretient avec les animaux non humains, qui sont des relations variées, selon que les animaux avec qui on est en relation sont des animaux domestiqués, c'est-à-dire qui vivent sous notre contrôle, qu'on fait naître, qu'on élève, ou ce sont des animaux libres, autrement dit qu'on appelle aussi des animaux sauvages. J'aime pas tellement le terme de sauvage, parce qu'il renvoie à un imaginaire de violence, donc, je préfère utiliser le terme d'animaux libres. Les animaux liminaires sont ceux qui vivent auprès de nous dans les villes, mais sans être domestiqués et sans être vraiment non plus des animaux du milieu sauvage. Là, je pense en partie à la théorie qui a été développée par Sue Donaldson et Will Kymlicka, qui s'appelle la zoopolitique. Donc on voit qu'il y a eu ça s'est beaucoup diversifié, les approches de la condition animale. Et en fait, l'approche de Singer, c'est une approche parmi d'autres sur cette question. Mais peut-être qu'on peut dire aussi, puisqu'on parle beaucoup d'antispécisme, que en fait, le terme en lui-même, antisme, il est beaucoup plus mobilisé en France que dans les pays anglophones. Dans les pays anglophones, on va plutôt parler de animal rights. Et si on parle de la théorie de Singer, animal liberation, ça va pas tellement être mobilisé autour de anti-speciesism. Donc, bien que l'antispécisme ait eu du mal à se développer en France, aujourd'hui, on voit que la notion est largement mobilisée dans les milieux de réflexion contre l'oppression animale. Alors que je trouve que dans les milieux anglophones, on trouve moins ce terme. On dénonce le spécisme, mais on ne se revendique pas autant de l'antispécisme. Et en parlant de libération animale, est-ce que tu penses que l'essor des luttes justement de libération animale, l'action directe, est directement lié à l'accroissement de l'exploitation animale à l'échelle de la société capitaliste? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un lien entre les deux? Je pense que oui, dans la fondation même, enfin en fait dans le déclenchement de la réflexion sur ces questions. C'est-à-dire que on peut faire un lien très clair entre l'intensification de l'élevage et le développement des pensées sur la condition animale au milieu du XXe siècle et dans la deuxième moitié du XXe siècle. Avant Singer, il y a eu un livre qui s'appelle Animal Machines de Ruth Harrison, une Britannique, qui a écrit, c'était le début des réflexions sur l'intensification de l'élevage. Ce genre de travaux ont nourri l'approche de Singer et des autres philosophes après lui. Il y a eu une prise de conscience de
pas de l'élevage en soi, mais de l'intensification de l'élevage. Si on donne quelques chiffres pour donner une idée de ce que ça a pu engendrer pour les animaux, l'intensification. En termes de consommation de viande, on mange une vingtaine de kilos de viande par an, par habitant et habitante en France au début du 19e. À la fin du 19e, on est à 40 kilos, donc ça a doublé. Un demi-siècle plus tard, on est passé à 60 kilos et à la fin du 20e siècle, on est à 94 kilos de viande par an et par habitant, habitante en France. Donc vous voyez, entre le début du 19e et la fin du 20e, où on est au pic, on a multiplié la quantité de viande consommée par personne en France par 5. Donc, si on se représente ce que ça dit en termes du nombre d'individus animaux qui sont retenus captifs dans les élevages, euh, élevés et abattus pour être consommés, ça montre cette multiplication qui est particulièrement importante à partir après la Seconde Guerre mondiale, en fait. Et donc, il y a vraiment une concomitance avec le développement des idées sur la libération animale, parce que je pense que c'est la prise de conscience de l'intensification qui l'a déclenché. Euh, donc, cette intensification de l'élevage combinée au développement technologique, aujourd'hui combinée avec l'intelligence artificielle aussi, qui est utilisée en élevage, ça produit des élevages industriels intensifs. Ça produit des abattoirs qui fonctionnent de façon également industrielle. Donc ça produit une massification de l'exploitation qu'on peut tout à fait inscrire dans une logique capitaliste productiviste. Donc la libération animale est aussi une critique du système industriel contemporain, productiviste, extractiviste, qui produit de la violence, qui produit de la souffrance animale, qui l'engendre et qui la rend invisible aussi, puisque les élevages industriels intensifs sont euh, à l'extérieur des villes, dans des endroits fermés, qui ne sont pas visibles. Moi, j'habite en Bretagne, où les terres d'élevage intensif, il y a plus de cochons que d'habitants humains en Bretagne, et pourtant, on ne les voit nulle part, les cochons. Ils sont là, on ne les voit pas. Donc c'est ça, c'est une des choses que dénonce l'approche antispéciste. Donc oui, c'est très intéressant de constater que finalement, le terme d'antispécisme, qui est venu très tardivement en France par rapport à d'autres pays, aujourd'hui, tu nous dis qu'il est plus présent, plus utilisé en France qu'ailleurs. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin dans cette comparaison entre antispécisme français et antispécisme anglophone, par exemple? Et est-ce que tu pourrais nous faire une cartographie un peu schématique des grandes tendances de l'antispécisme contemporain, voilà, en France et éventuellement à l'international? Ce que je peux dire aujourd'hui en France, c'est qu'on est dans une situation assez paradoxale où on n'a jamais autant. Alors, il y a une petite baisse de la consommation de viande depuis les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, donc 94 kilos à la fin du XXe siècle, donc c'était vraiment le pic. On est descendu à 85 kilos à peu près aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a eu une diminution de la consommation de certaines viandes. Il y a une diminution de la viande de mammifères, mais il y a eu une explosion, une augmentation de la viande de poulet. Ça veut dire que il y a eu une prise de conscience sur la consommation de viande, un peu aussi, mais c'est aussi pour des raisons financières que les gens mangent moins d'animaux aujourd'hui. Sur le plan des idées, ce que je constate, c'est qu'on parle plus facilement de spécisme, y compris dans les grands médias nationaux français. Mais c'est assez récent, ça. On entend parler de spécisme sur les ondes de Radio France, par exemple, depuis peu de temps. Donc j'ai l'impression que l'approche spéciste enfin le concept en tout cas fait son chemin dans la pensée en France. Malgré tout, sur le terrain, pour les animaux non humains, ça reste très difficile. On est dans une situation, pour reprendre le terme du philosophe canadien Frédéric Boudreau, il y a une inflation animale, c'est-à-dire que non seulement le nombre d'animaux dans le monde
explose, le nombre d'animaux élevés pour être mangés explose, mais que leur souffrance, le niveau de souffrance explose aussi, parce qu'on reste dans une intensification de l'élevage dans beaucoup de pays, y compris la France, malgré le fait que l'élevage intensif industriel soit prouvé par une majorité de Françaises et de Français, ce type d'élevage continue de se développer. Il y a même un assouplissement sur les demandes d'agrandissement de ces productions dans le cadre de la fameuse loi Duplon, par exemple. Donc on est dans une situation paradoxale où petit à petit, il semble que le changement culturel, le changement linguistique aussi, ça avance. Le changement se fait. On parle de spécisme aujourd'hui. Mais sur le terrain, matériellement, pour les animaux non humains, ça reste très difficile. Et on peut faire ce constat-là. Alors, sur le plan linguistique, je ne sais pas, mais en termes de développement de l'élevage au plan international, on est plutôt sur une augmentation aussi, y compris dans des pays qui, comme la Chine, qui sont des pays avec des populations humaines immenses qui développent aussi leur système de production animale. Donc ça veut dire des quantités d'animaux humains, non humains de plus en plus importantes qui subissent les effets de ce type de production.
Et moi, j'ai une question un peu plus personnelle en tant que chercheuse. Donc, tu enseignes les Animal Studies à l'université de Rennes. Et À l'université Rennes 2. Rennes 2, oui. Ouais. Donc, tu enseignes les Animal Studies. Et pour toi, pourquoi est-ce que c'est important que ces idées soient enseignées à l'université? C'est important parce que ça fait partie de notre rapport au monde et nous, à l'université, on essaie de parler de tous les types de rapports à l'environnement qu'on puisse avoir, qu'il soit humain ou non humain. C'est un type de pensée aussi que les étudiantes et les étudiants appellent, enfin, ils souhaitent que ce type d'enseignement existe et ces enseignements sont plébiscités. Je le vois dans la formation que je propose à l'université Rennes 2, qui est un diplôme d'université qui s'appelle Animaux et Société, où on a toujours beaucoup de candidatures chaque année. Ça fait aussi un pendant dans les sciences humaines et sociales, parce que les sciences humaines et sociales ont beaucoup de choses à dire sur cette question. C'est pas uniquement une question des sciences du vivant, c'est pas uniquement une question des sciences vétérinaires, c'est pas uniquement une question de la zoologie, de la biologie. Ça, c'est des formations qui existent en France depuis longtemps, hein, dans les agrocampus, par exemple, toutes les formations en agriculture. Mais les sciences humaines et sociales ont aussi des choses à apporter de ce point de vue-là, et notamment autour des notions, tout ce qui concerne les savoirs critiques, c'est-à-dire la mise en perspective des rapports de pouvoir qui façonnent ces relations. Et évidemment, dans les relations qui lient les humains aux autres animaux, les rapports de pouvoir, ils sont fondamentaux. Si on ne les comprend pas, on ne peut pas vraiment comprendre les relations qui existent aujourd'hui. Donc, je pense que le rôle des sciences humaines et sociales euh, est très important pour éclairer ces questions. Et c'est important pour nos étudiantes et nos étudiants de connaître les grandes approches, qu'elles soient philosophiques, sociologiques, mais en fait, ça concerne quasiment toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire qu'on peut faire de la géographie des relations humains-non humains, on peut faire de l'histoire, on peut faire de la sociologie, de la psychologie aussi. Il y a tout un champ en psychologie qui s'intéresse à ces questions. Dans les arts, les lettres également. Enfin voilà, les études animales, elles peuvent concerner quasiment toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, depuis ce qu'on appelle le tournant animal, c'est-à-dire l'apparition des animaux non humains comme des objets de recherche à part entière. Londres, 1824. C'est l'époque de la révolution industrielle, et c'est l'époque où les animaux ne sont considérés que comme des outils, comme une force motrice, et des marchandises. Et pourtant, au milieu de cet indifférent général, un homme est en train d'écrire le premier plaidoyer complet pour ce que nous appellerons, 2 siècles plus tard, le véganisme et l'antispécisme. Aujourd'hui, pour ce portrait, nous allons vous parler d'une figure oubliée du mouvement animaliste, j'ai nommé Lewis Gompertz. Né en 1783 dans une famille d'aristocrates, il aurait pu faire le choix d'une vie paisible. Mais au contraire, il a décidé de consacrer sa vie aux animaux. Il fut une des figures clés dans la création de la première société de protection des animaux, la fameuse SPCA, à Londres. Alors qu'autour de lui, ses pairs se contentent de vouloir interdire les coups de fouet trop violents, Gompertz, lui, refuse de monter à cheval, de boire du lait, de consommer des œufs, consommer de la viande. Il refuse de participer à l'exploitation des animaux, point final. Pour l'aristocratie de l'époque, c'était déjà trop radical. Il quittera alors la SPCA quelques années plus tard pour créer l'Animal Friends Society, qui sera davantage aligné avec son éthique. En 1824, il publie Moral Inquiries, un ouvrage où il soutient que ce n'est pas l'intelligence qui compte, mais la capacité à souffrir. Si un être est sentient, il doit alors être pris en considération. Il écrira « La cruauté est la cruauté, sous quelque apparence qu'elle se présente, et qu'elle soit exercée sur un homme ou sur une mouche, la cruauté reste la cruauté. »
200 ans plus tard, cet ouvrage reste d'actualité. Du reste, vous trouverez même dans ce livre quelques conseils pratiques et des recettes végétales. Mais Gompertz ne se contentait pas seulement de critiquer l'exploitation animale, il cherchait à la rendre obsolète. Il était persuadé que la technologie pouvait libérer les animaux du joug humain. Sachez qu'il a contribué à l'évolution du design de la bicyclette, notamment en travaillant sur des systèmes de transmission à manivelle. Sa motivation était claire. Si nous avons des machines efficaces pour nous déplacer, nous n'avons plus besoin d'exploiter les chevaux. Il pensait alors que l'innovation technique devait servir l'éthique. Mais Gompertz a été largement oublié pendant le XXe siècle. Ses idées, elles, ont bien fini par germer, mais il est mort dans un relatif anonymat, effacé par l'histoire officielle des grandes institutions. Aujourd'hui, quand on parle d'antispécisme, quand on remet en question notre relation au vivant, le nom de Lewis Gompertz réapparaît. Il était un pionnier de la justice pour les animaux. Il nous a légué une question simple, mais dérangeante. Au nom de quel droit nous autorisons-nous à décider de la valeur d'une vie ? Merci beaucoup et franchement, merci d'enseigner les Animal Studies en France. Enfin, pour moi, c'est une forme de militantisme et je suis Tout à très, fait. très heureuse de savoir qu'il y a des personnes comme toi qui publient et qui enseignent. Et merci pour les animaux, merci pour tout ce que tu fais. Voilà, merci beaucoup, ça me touche. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, on te souhaite une bonne journée. Également, à bientôt. À bientôt. Dans le prochain épisode, nous aurons la joie d'accueillir Jérôme Segal qui nous parlera lui aussi de l'histoire de l'antispécisme en France, moins sur le versant théorique et un peu plus sur les groupes qui ont participé à l'émergence de cette question dans l'espace médiatique et notamment les groupes d'action directe. Stop consuming animals. I stick aside what is recognized as the border between reason and sanity. I consider it a measure of my humanity to be written off by the living graves of a billion murdered lives. And I'm not ashamed of my recurring dreams about me and a gun and a different species of carnage.